Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire, un nouveau jeudi comme le premier jeudi de chaque mois. Cette fois-ci, certaines fois on parle plus aux entreprises, cette fois-ci on a décidé de s'adresser directement aux particuliers, à tout un chacun, à toutes celles et ceux en fait qui ont, un compteur électrique, à la maison, hein. Avec cette question, que certains d'entre vous, se posent, probablement passablement de monde: «Mon électricité sera-t-elle coupée cet hiver?» Alors la question elle est un petit peu anxiogène. On le sait et je dirais même qu'on l'a un peu fait exprès, parce qu'il y a énormément d'informations autour du risque de pénurie en Suisse pour cet hiver et on sait que c'est un contexte qui amène à se poser plus ou moins fortement cette question et qui est lui-même finalement assez, anxiogène. Alors du coup, je propose de revenir peut-être un petit moment sur ce fameux contexte. Quel est-il? Depuis des semaines, on nous demande à travers, les médias, jusqu'à Berne même, de faire des économies d'énergie pour pouvoir passer l'hiver sans se retrouver à un moment donné dans le noir, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Et puis le week-end dernier et encore hier, dans la presse, venant de Berne, cette étude qui nous dit que finalement, tout ira bien cette année, qu'on ne devrait pas redouter, à part le pire des scénarios du monde, une pénurie. Alors du coup, on ne sait plus vraiment trop quoi penser. Est-ce qu'on doit vraiment économiser maintenant? Est-ce que ça servira et ça sera suffisant pour garantir l'électricité dans quelques mois? Est-ce qu'on risque vraiment une pénurie? Est-ce qu'à l'inverse, eh ben, on est tranquille, on nous a fait peur, mais finalement, il y a très peu de risques. La réalité se situe probablement au milieu de tout ça. Et on va essayer de vous donner les réponses les plus concrètes et les plus claires possibles aujourd'hui, et aussi quelques moyens évidemment d'économiser. Parce que, au-delà de la question de la pénurie, économiser, ça fera de toute façon du bien à notre planète et puis à votre porte-monnaie. Pour répondre en tout cas à toutes ces questions, on a 2 experts qui vont se relayer aujourd'hui, 2 experts de Romand d'énergie. Tout d'abord, et c'est le premier qui va prendre la parole, Stéphane Detwiller, qui est ingénieur d'exploitation, responsable du réseau, Romand d'énergie, et spécialiste donc de cette question de pénurie chez Romand d'énergie. Et puis, Julie Denis, qui est business line manager, pas facile à dire, spécialiste de la problématique actuelle et qui, elle, fera peut-être un petit peu plus le point sur, le potentiel d'économie que vous pouvez réaliser. Chaque présentation devrait durer une quinzaine, vingtaine de minutes environ. Vous pouvez poser vos questions d'ores et déjà, dès maintenant, dans le chat. On va faire, en sorte d'y répondre peut-être dans le chat directement. Sinon, de les garder pour la fin. On répondra à quelques-unes de vive voix à la fin. Et si vraiment il y avait énormément de questions et qu'on ne pouvait pas répondre à tout, pas de souci, on prendra toutes les questions par écrit et on vous les mettra dans une sorte de foire aux questions qu'on vous enverra avec le replay du webinaire, puisqu'il est enregistré, par mail cet après-midi, ou alors en début de semaine prochaine, en fonction du nombre de questions, évidemment. On va pas attendre plus longtemps, il est 13h05. Je pense que tous les gens qui devaient, nous rejoindre sont maintenant là, donc on va pouvoir passer la parole directement à Stéphane Detwiller, qui va faire le point sur cette question de pénurie. Est-ce que les ménages sont véritablement concernés? Je vous remercie beaucoup, Martin. Alors, je vais partager mon écran. Tac. Ah, juste mettre en mode présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que c'est tout bon. Chez C'est Julie. tout bon, de mon côté, oui, donc je pense que tout le monde aussi. Ça joue? Alors, bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter, j'espère le plus clairement possible, sans trop vous noyer dans les chiffres, est-ce qu'une pénurie impactera les ménages? Donc, c'est la question qu'on va se poser durant à peu près une vingtaine de minutes. Donc, pour commencer, je pense qu'il est important de définir déjà qu'est-ce qu'est une pénurie d'électricité, en comparaison à un blackout. On voit de temps en temps qu'il y a une confusion entre les 2 cas. Alors, la pénurie d'électricité, de manière générale, elle est prévisible à l'avance. À contrario du blackout qui, lui, n'est pas du tout prévisible, il peut arriver maintenant, pendant le webinaire. Qu'est-ce que c'est une pénurie d'électricité? Bon, finalement, c'est un écart entre l'offre et la demande d'électricité sur une durée qui peut être plus ou moins longue. Alors qu'un blackout, ça peut être un événement soudain, une panne, dans le réseau suisse, mais aussi dans le réseau européen, qui, cause une chute brutale de la fréquence, ce qu'on appelle le 50 Hz. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a vraiment 2 mesures, vraiment distinctes pour, mitiger ce cas. Si on va dans la pénurie, on a le fameux plan austral, notamment qui est là pour aider à passer cette pénurie d'électricité. Et le but vraiment de ce plan, c'est justement d'éviter d'arriver au blackout qui est beaucoup moins prévisible et contrôlable. Si on est maintenant du côté du blackout, on a vraiment d'autres procédures qui sont gérées par Swissgrid avec les gestionnaires de réseau de distribution, donc Romand d'énergie, qui sont reliés à ce réseau de transport national, et aussi des exploitants de cellules de reconstruction qui vont en fait
alimenter le réseau, soit en partant depuis zéro, soit avec de la tension qui est potentiellement disponible aux frontières, par exemple en France ou en Allemagne. Donc si on fait un point de situation vraiment très bref, maintenant, au moment où je vous parle, hier, il y a une étude qui est sortie, Martin vous en a déjà parlé. Donc si on retire vraiment les points les plus, je dirais importants, donc la sécurité d'approvisionnement en électricité actuellement, donc pour cet hiver, elle est tendue. Donc ça veut dire que les pénuries ne peuvent pas être exclues au moment où je vous parle. Par contre, la probabilité de coupure tournante actuellement est analysée, on n'a pas de boule de cristal bien sûr, comme étant faible. Donc dans ce scénario que je vous invite à voir, heu, aussi, de vous-même via le lien qui est là en dessous, qui a été fait par le Conseil fédéral, il y a plusieurs scénarios qui ont été étudiés et notamment on verra plus tard, ce qui nous impacte, c'est vraiment une réduction du nucléaire français ou alors une pénurie de gaz au niveau européen. Il y a aussi dans ces analyses finalement, un impact qui a été pris en compte, c'était l'arrêt des centrales nucléaires en Suisse, notamment à Betznau 1 et puis Leibstadt. Donc tout ça finalement a permis de mettre en place certaines mesures qui sont imaginées par le Conseil fédéral. C'est une réserve d'hydroélectrique, qu'on a déjà beaucoup parlé en tout cas dans les médias. Il y a aussi des, centrales de réserve temporaire, des groupes électrogènes. La plus connue, hein, des centrales de réserve qui est discutée ces temps, c'est la centrale à gaz de Bire, dans le canton d'Argovie. Il y a aussi potentiellement une augmentation des capacités du réseau de transport d'électricité qui est possible, du coup, du côté de Swissgrid. Il y a aussi certain nombre de mécanismes de sauvetage qui est destiné aux entreprises, du secteur qui ont une importance systémique et bien entendu, on compte aussi sur des réductions de la consommation d'énergie dans l'économie, donc dans les entreprises principalement aussi et dans la société. Ça, c'est vraiment les outputs de cette étude. Si on va un peu plus dans le détail, il y a des influences en fait qui vont, plus ou moins définir si la pénurie d'électricité va arriver ou non, ou dans un certain degré de sévérité. Heu, Si on parle de l'offre, donc c'est vraiment, ce que le réseau, donc ce que les producteurs peuvent vous donner comme électricité. Il y a plusieurs influences qui auraient un effet péjoratif. Donc la première, c'est celle qu'on imagine, c'est qu'il y ait finalement pas assez d'énergie produite en Suisse pour passer l'hiver. Donc surtout en fin d'hiver, c'est plutôt dans ces mois-là qu'on voit une certaine difficulté dans le réseau électrique. Mais il y a aussi des influences qu'on ne maîtrise pas. Il y a des limitations de nos pays voisins quant à la production d'électricité. Donc là, on pense notamment à la France et puis aux limitations qu'ils ont sur les centrales nucléaires actuellement, dues à un problème de corrosion. Il y a aussi l'Allemagne, qui a à peu près 20 de son énergie électrique, donc vraiment l'énergie électrique qui est produite à base, de centrales à gaz. Donc il est vraiment indépendant du chauffage dans ce cas-là. Donc ça fait quand même potentiellement, un gap de 20 depuis l'Allemagne dans sa production électrique. Il y a aussi d'autres phénomènes qui peuvent arriver, pour cet hiver, ça va encore, mais peut-être pour les autres hivers, on peut aussi avoir quelques problèmes d'importation qui sont finalement liés au manque d'accord qu'on a entre la Suisse et l'Union européenne. Maintenant, si on va du côté de la demande, quels sont les risques, finalement, les influences qui peuvent, vraiment, faire pencher cette balance du mauvais côté? Donc si on a un hiver rigoureux, donc vraiment très froid, donc évidemment, la demande d'électricité va exploser et ça va contribuer au déséquilibre entre l'offre et la demande qui doit être en tout temps égale. Ça veut dire que l'électricité est très compliquée à stocker. On doit vraiment être tout le temps dans un équilibre entre l'offre et la demande pour garantir le 50 Hz et pour éviter de partir en blackout justement. Le même constat s'applique pour le gaz. Si on a un hiver rigoureux, bah, évidemment, le gaz va être plus utilisé et du coup, bah, on en aura moins potentiellement, par exemple en Allemagne, pour produire de l'électricité. Donc ça, c'est vraiment des influences qu'on voit sur l'offre et la demande. Mais il y a aussi une influence qui est là et qui sera sans doute là pendant plusieurs années, c'est que le retard de la transition énergétique contribue déjà aujourd'hui et contribuera à l'avenir à l'aggravation de cette pénurie d'électricité. Donc ça, c'est vraiment un message fort qu'il faut faire passer, c'est que vraiment la transition énergétique est très importante, pour cette pénurie. Donc maintenant, si on parle vraiment que de la pénurie, heu, on a un plan austral qui est là justement pour mitiger ce risque. Donc où est-ce qu'on en est maintenant, finalement? Donc d'après Suisse Énergie, on a une situation d'approvisionnement, comme je vous l'ai déjà dit, qui est tendue et si on fait ça en parallèle avec le plan austral qui est, vous le voyez ici, est composé de 4 phases.
On a la phase numéro 1 qui est en fait la surveillance, celle où on est maintenant. Donc là, on va vraiment faire un monitoring de qu'est-ce qui, de nos stocks, de notre consommation, de notre production. Après, on peut passer à un niveau 2, qui est une disponibilité augmentée, donc ça, je vous montre après plus en détail. Donc là, vraiment, la commission australe est mise en alerte, donc là, il y a une communication de la part du Conseil fédéral qui va vraiment s'intensifier, qui va dire finalement aux consommateurs de réduire leur énergie. On a une troisième phase, qui est plus une phase, je dirais, de rédaction des ordonnances de gestion d'électricité, où le Conseil fédéral, l'approvisionnement économique du pays, ainsi qu'Austral, vont se réunir pour faire les fameuses ordonnances de gestion d'électricité, pour passer au dernier niveau, qui est en fait le niveau ici, qui est la mise en œuvre de ces ordonnances. Donc c'est là qu'on va parler de délestage notamment. Maintenant, si on fait le tour de toutes ces phases, la question qu'on se pose, c'est laquelle de ces phases va vraiment toucher les ménages? Donc là, actuellement, on est dans la phase numéro 1, qui est la situation actuelle. On a une sensibilisation aux économies d'électricité. Ça veut dire qu'on va faire un monitoring de la situation et vraiment, il n'y a aucune mesure contraignante pour la population actuellement. Donc vraiment, c'est vraiment qu'une phase de sensibiliser le consommateur à déjà faire des économies pour limiter une potentielle aggravation de la situation. Si on passe en phase 2, comme on l'a vu avant, là, on a un impact qui va être pour tous les consommateurs. C'est vraiment des appels intensifs de la part de la Confédération à économiser l'électricité, mais toujours sur une base facultative. Ça veut dire que cet appel à économiser peut arriver vraiment en tout temps par les autorités fédérales. Et à ce moment-là, on n'a pas de coupure de courant. C'est vraiment sur une base facultative. On a à peu près une valeur théorique bien sûr, 5 de réduction de la consommation qui est identifiée avec cette phase 2, qui impacte tous les consommateurs. Si on passe en phase 3, donc c'est déjà une phase où on est sûr qu'il va y avoir une ordonnance, donc c'est que la situation est déjà, je dirais, fortement compromise. On a la rédaction des fameuses ordonnances de gestion d'électricité qui sont faites par Austral, le Conseil fédéral et l'AEP. Donc, comment ça va se passer d'un point de vue communication? Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé pour le Covid. On a vraiment le Conseil fédéral qui fera une conférence de presse, qui va divulguer cette ordonnance et dire les différents détails de cette ordonnance, notamment quand on commence, combien de temps ça va durer et finalement, quelle phase, quelle mesure on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser le contingentement? Est-ce qu'on va utiliser le délestage? Ou des simples restrictions suffisent? Après ça, il y a une escalade, donc il y a l'approvisionnement économique du pays qui prend contact avec la Commission australe, qui va leur demander d'appliquer le plan austral, conformément aux ordonnances qui ont été émises par le Conseil fédéral. Et là, on a finalement la Commission australe qui rentre en jeu et qui va appliquer le plan avec les gestionnaires de réseau de distribution. Donc c'est ce qu'on voit ici, donc c'est ce qu'on appelle la gestion de la demande. Donc là, on est en contact avec les consommateurs finaux, bien sûr, mais aussi avec les services d'état-major cantonaux qui, eux, sont responsables de mettre en place les mesures qui vont aider la population à traverser cette pénurie. En parallèle, on a aussi la gestion de l'offre, parce que comme on l'a dit, on doit toujours être à l'équilibre. Donc, tout ce qui est gestion de la demande d'électricité est géré par les GRD, donc par exemple, Romand d'énergie en fait partie. Pour la gestion de l'offre, là, du coup, ça sera géré par Swissgrid, qui a vraiment la vue globale sur le réseau suisse, et c'est eux qui vont adapter la production par rapport à la consommation d'électricité. Donc maintenant, on passe vraiment dans la partie d'Austral, où il y a vraiment un impact beaucoup plus élevé que les mesures qu'on a discutées précédemment. La première phase de cette phase 4, c'est la 4.1, où on estime à peu près une diminution de 15 de la consommation et qui va aussi impacter tous les consommateurs. Donc dans cette phase 4.1, on a des interdictions et des restrictions de consommation. Ça veut dire que le Conseil fédéral, sur une base obligatoire cette fois-ci, va interdire, par exemple, c'est des exemples bien entendu, les saunas, les jacuzzis, les piscines, en passant par la climatisation. Vous allez me dire qu'en hiver, la clim, on ne l'utilise pas trop. Les escalators, les ascenseurs, éclairage de vitrine, c'est vraiment un petit panaché des mesures qui peuvent être mises en place. Et ça sera uniquement connu quand l'ordonnance fédérale sera ici et pas avant. Donc, tout ça est géré par le Conseil fédéral sur une base obligatoire cette fois-ci. Donc là, on a vraiment un impact sur tous les consommateurs, de l'entreprise à vous, chez vous, en tant que ménage. Après, si on passe à la phase 4.2, qui est la phase de contingentement, on
peut estimer qu'on a une réduction à peu près de 20 à 35 de la consommation. Donc là, c'est un impact qui sera uniquement pour les grands consommateurs. Donc, c'est toujours une base obligatoire, c'est ce qu'on appelle le contingentement immédiat ou le contingentement dit standard. Donc, qu'est-ce que c'est le contingentement? C'est une mesure d'économie douce qui est en fait est appliquée aux gros consommateurs qui dépassent les 100 000 kWh par année ou qui sont au marché libre. Et là, c'est vraiment une obligation qui est donnée à ces consommateurs de réduire leur consommation selon un certain taux qui sera fixé dans l'ordonnance. Donc, on estime qu'il peut aller jusqu'à 35 à peu près. Tout ça pour éviter, dans la mesure du possible, de partir dans les délestages. Donc là, on n'y est pas encore dans ce fameux délestage. On est toujours dans les mesures qui, voilà, qui ont un impact, mais qui est quand même encore assez relatif pour la population. Et là, on passe à la toute dernière mesure qui est dans le plan austral. C'est ce qu'on appelle la phase 4.3, où là, on aura une diminution de 33 ou de 50%, avec un impact qui sera pour tous les consommateurs. C'est-à-dire que ça va de l'entreprise, en passant par les ménages, les collectivités, ça passe vraiment par tout le monde. C'est bien sûr une base obligatoire, c'est ces fameux délestages cycliques. Donc les délestages cycliques, je vais vous en parler à peu près après, pardon, un peu plus en détail. C'est des coupures tournantes qui sont organisées pour finalement limiter la consommation, cette fois de manière un peu plus, je dirais, concrète, en coupant les clients. Quel est le rôle de Romand d'énergie et des autres GRD? On a vraiment une phase de préparation, ça veut dire que nous, on est obligé, selon le mandat austral, de préparer des plans de délestage. Nous, on a mis en place des outils pour gérer ce délestage parce qu'on a vraiment une grosse zone de desserte. Ça serait quasiment impossible de le faire manuellement. Tout ça en attendant la publication de l'ordonnance. Donc là, on est vraiment dans une phase de préparation. Une fois que l'ordonnance est là, on fait vraiment la mise en application du plan de délestage. Ça veut dire qu'on va ouvrir les clients selon la répartition qu'on a définie précédemment. Donc là, la devise, finalement, c'est économiser pour vraiment éviter de partir dans cette variante. Qu'est-ce que c'est le délestage en bref? Comme je vous ai dit, il y a deux mesures dans le délestage qui sont en fait liées à la réduction qu'on va appliquer pour économiser de l'énergie. Et on a une qui est 50% de réduction, où là finalement on a deux blocs de délestage, qui est le bloc violet et le bloc brun. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça veut dire que pendant 4 heures, vous allez être coupé et pendant 4 autres heures, vous allez être alimenté. Donc, par exemple, sur l'exemple que j'ai mis ici, à minuit, on coupera tous les clients qui ont le groupe de délestage violet et on laissera alimenter tous ceux qui seront dans le brun. Et à 4 heures, on switch et là, du coup, ça sera les bruns qui seront coupés et les violets qui seront alimentés et ainsi de suite toutes les 4 heures pendant une durée, en tout cas d'une semaine ou plus, selon l'ordonnance fédérale. On a une autre réduction qui est de 33%. Et là, en fait, on a fait 3 groupes de délestage, qui est le vert, le bleu et le orange, où là, on a une coupure qui dure 4 heures et une alimentation qui dure 8 heures cette fois-ci. Donc concrètement, c'est-à-dire que toutes les 4 heures, il y aura aussi un tournus dans ces différents groupes, où par exemple, à minuit, le vert sera coupé, à 4 heures, ça sera le bleu, et à 8 heures, ça sera l'orange, et pendant ce temps-là, les autres seront alimentés. Donc concrètement, ça veut dire que chaque consommateur est assigné à un groupe couleur de 50 ou 33% et sera coupé selon un plan qui est prédéfini, c'est ce fameux plan de délestage. Vraiment, les highlights de ce délestage, c'est qu'il dure une semaine. C'est un cycle de délestage et la dernière coupure, au lieu de la faire pendant 4 heures, on va la faire pendant 3 heures. C'est-à-dire que si le délestage dure un mois, par exemple, ça va au fur et à mesure décaler les heures de coupure pour chaque client. Comme je vous l'ai dit avant, Romand Énergie est capable de faire le délestage de manière automatique. Ça veut dire que notre système de gestion du réseau va faire les ouvertures et les fermetures des lignes électriques pour permettre le délestage tournant pour Austral. Le début, il n'est pas connu, il sera uniquement connu quand l'ordonnance fédérale sera là. Combien de temps on a pour faire ce switch quand on arrive à 4 heures du matin entre deux tournus ici, on n'a que 30 minutes. Ça veut dire que nous, on doit être capable de basculer à peu près la moitié de notre réseau d'un groupe à un autre, automatiquement, du coup, avec notre système de supervision. Donc ça nous laisse très peu de temps pour faire ce tournus et c'est vraiment un défi pour le GRD.
appliquée. Maintenant, vous demandez où est-ce qu'on va couper le courant en cas de délestage tournant. Donc, au niveau du réseau en Suisse, on a de manière générale la production qui est en fait sur le réseau de transport. Donc, on est vraiment sur du 400 000 volts et 220 000 volts. Cette production est injectée dans le réseau de transport SwissGrid qui va de 400 000 à 220 000 volts, qui est un réseau à très haute tension. Donc, c'est vraiment ces grandes lignes de, transport d'électricité. Ensuite, on a une transformation pour passer du 220 au 125 kV, qui en fait finalement fait la liaison entre SwissGrid et le GRD Romande Énergie par exemple. Et là, en fait, on a le réseau de Romande Énergie qui est à haute tension, qui est en 125 kV. Après, on va diminuer la tension pour en fait arriver jusqu'à chez vous, jusqu'à ce qu'à votre prise finalement, en passant tout d'abord par la moyenne tension. Donc ça, c'est vraiment les lignes qui sont en 20 kV, donc on ne parle pas encore de la tension que vous avez à vos prises. On est encore sur un réseau arborescent qui alimente finalement toutes les stations qui sont vraiment dans le quartier à côté de chez vous, qui sont généralement en 20 kV chez Romande Énergie. Et on a une toute dernière transformation qui va passer de la station du quartier finalement aux lignes qui vont alimenter vos prises chez vous qui sont en 400 volts et en 230 volts. Voilà. Donc la coupure, où est-ce qu'elle aura lieu? On coupe vraiment à la sortie du transformateur moyenne tension. Ça veut dire qu'en coupant ici, tout ce qu'il y a derrière, vous pouvez voir ici, sera coupé aussi. Donc là, par exemple, on coupera ici et après, on bascule et on coupe de l'autre côté. Ça veut dire qu'on coupe vraiment ces artères moyenne tension. Est-ce qu'il y a des dérogations? Ça, c'est une question qu'on reçoit souvent. Donc, la réponse est oui. Il y a des dérogations pour le délestage tournant, notamment les hôpitaux. On a aussi la police, les pompiers, les services de secours, l'armée. On a aussi les établissements judiciaires, pénitentiaires, approvisionnement en eau potable, exploitation de réseaux de télécommunications, radio, télévisuel, exploitation de tunnels ferroviaires et routiers. Et pour finir, on a finalement le courant de traction qui sont finalement pour les entreprises de transport. Donc oui, il y a des dérogations, pour autant que ça soit techniquement faisable. Comme vous l'avez déjà un petit peu vu, dans la pratique, c'est très difficile de sortir un consommateur de ce plan de délestage, même s'ils sont critiques, car c'est finalement lié à la structure physique du réseau électrique. Donc concrètement, si on va un petit peu dans ces difficultés techniques qu'on a à sortir ces clients critiques du plan de délestage, je vous ai mis ici un exemple avec 2 départs moyenne tension. Donc là, en fait, en noir, vous avez vraiment le poste moyenne tension qui fait la liaison avec la haute tension. Et de ce poste source ici, une partie du réseau est alimentée par un départ moyenne tension qu'on va appeler le départ numéro 1 ici, qui est la ligne un petit peu en brun ici. On a aussi un autre départ moyenne tension qui est en violet, qui alimente d'autres maisons, d'autres consommateurs. Et on a, par chance, dans ce poste source moyenne tension, un hôpital qui est directement alimenté depuis ce poste source. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres consommateurs qui sont sur ce départ moyenne tension. Donc, à 8 heures du matin, on a un délestage qui va avoir lieu sur le départ brun, qui est ici. Ça veut dire que nous, Romande Énergie, on va couper l'électricité ici. Ça veut dire que tout ce qu'il y a derrière, ici, jusqu'à là, va être coupé. Ce qui implique que la télécommunication ici, donc l'antenne, sera coupée. Et vu qu'il est à peu près au milieu du réseau, vous imaginez bien qu'on ne peut pas l'alimenter par un autre départ moyenne tension. Ça veut dire que pendant 4 heures, ici, cette antenne ne pourra plus émettre. La police, elle, dans ce cas-là, est alimentée par le départ numéro 2 ici. Ça veut dire qu'ils seront alimentés. Et ce qui est très important, c'est que ces sous-stations ici, on n'a pas possibilité de les ouvrir ou de les fermer à distance depuis notre centre de conduite. Par contre, la station de la police ici, on peut le faire et ça a une importance après pour le sortir du plan de délestage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'impératif. Donc on va traverser les 4 heures et à midi, on va changer de bloc de délestage. Donc ça veut dire que cette fois, ça sera le départ numéro 2 ici, en violet, qui sera coupé. Ce qui veut dire que l'antenne de télécommunication, elle pourra de nouveau émettre et tous les clients en brun seront alimentés. Par contre, les clients ici en violet seront coupés.
Pourquoi c'est important d'avoir une télécommande ici à distance pour la police? C'est que nous, on est capable, à distance, de basculer l'alimentation de la police sur le départ moyenne tension numéro 1. Ça veut dire que la police sera quand même alimentée pendant les 4 prochaines heures, ici. Donc, tout ça est uniquement possible car la police est alimentée par un poste qui est vraiment à l'intersection de 2 départs moyenne tension, ce qui n'est pas le cas de l'antenne ici qui émet, donc ça veut dire qu'on ne peut pas la sortir du plan de délestage. L'hôpital, lui, qui est au bénéfice d'une dérogation et qui est alimenté directement depuis le poste moyenne tension, lui sera tout le temps alimenté, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de coupure. Par contre, la police, au moment où on va changer, donc ça veut dire qu'on va passer du bloc brun au bloc violet, ils vont voir une coupure qui va durer à peu près, au maximum, une demi-heure. C'est le temps qu'en fait, on a besoin pour changer ici les départs qui seront coupés pour le délestage tourne. Donc ici, on voit vraiment concrètement qu'est-ce qui peut arriver et pourquoi finalement certains clients critiques, on n'arrive pas à les sortir du plan de délestage. C'est parce que finalement, la structure du réseau ne le permet pas. Ils sont vraiment noyés dans ce réseau moyenne tension et ils n'ont aucune possibilité d'être alimentés par une autre artère moyenne tension. Voilà. Donc, j'arrive à la fin. J'ai un mot peut-être à faire passer, c'est que il faut économiser suffisamment, ensemble, solidairement, afin justement d'éviter ce délestage qui aura vraiment un impact certain pour toute la population. Voilà. Donc, un petit lien pour Stop Gaspillage. Voilà. Merci Stéphane pour toutes ces précisions. Je précise aussi que justement vous allez recevoir les présentations, hein, donc le premier lien qui avait été donné par Stéphane au tout début, vous pourrez le retrouver et le lien vers Stop Gaspillage aussi, même si vous le connaissez sans doute. Du coup, une longue présentation qui a dépassé les 15-20 minutes, Stéphane, c'est pas bien. Je m'excuse. C'est pas grave. Beaucoup de choses. Je vais juste peut-être essayer de la résumer tout bêtement par rapport à la question qu'on se posait au départ. Mon électricité sera-t-elle coupée cet hiver? Eh bien, si on en croit la présentation juste maintenant, c'est possible. Au 3 novembre, c'est assez peu probable. C'est pas pour autant qu'il faut pas faire d'économies. Et puis surtout, dans le plan de continuité qui est prévu, dans le plan, on va dire, de crise australe, on voit bien que la coupure des ménages reste la dernière étape. Donc, il y a quand même tout un plan d'action intermédiaire qui est prévu. Donc, pas d'alarmisme, mais pour autant, d'autosatisfaction. Il faut continuer à agir à court terme, mais aussi pour une vision long terme. Et ces actions, justement, bah, c'est Julie Denis qui va nous en parler un petit peu pour qu'on se rende compte un petit peu mieux de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et puis surtout qu'est-ce qui aura un impact pour l'hiver prochain. Alors bonjour à tous, je vais donc du coup partager. Ah, je crois que c'est tout bon encore. Alors là, on ne voit pas encore pour le Ah, moment. C'est tout bon. Voilà, c'est tout bon. OK, alors effectivement donc, on vous a dépeint, donc, le scénario actuel. Vous avez le constat, l'objectif maintenant c'est que vous puissiez repartir, de ce webinaire avec des solutions qui soient facilement implémentables et que, vous puissiez, agir, avant d'arriver justement à ces phases de contingentement et de, et de délestage. Hop, je vais enlever ça. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'éviter ces phases de contingentement et de délestage qui, même contingentement, même si elles ne vous concernent pas en tant que ménage, ont un impact économique très fort, potentiellement pour la société et pour nos entreprises. Donc c'est important d'avoir ces conseils. Le but de ces conseils, ça va déjà de vous donner des chiffres, de vous donner des conseils peut-être que vous n'avez pas encore eus. On l'espère en tout cas que vous en aurez des nouveaux. Et puis surtout donc en termes de cadre, le but c'est que ce soit des conseils qui soient applicables, pour diminuer votre facture d'électricité. On va rester sur ce périmètre-là, mais gardez bien en tête que quel que soit le type d'énergie que vous utilisez, que ce soit du gaz, du mazout ou de l'électricité ou autre, dans tous les cas, ça a un impact direct, comme vous l'a expliqué Stéphane, sur, l'ensemble de la situation, énergétique. Donc, tout est bon à prendre et puis, au global, en fait, il faudrait prendre un spectre bien plus large, qui inclut l'alimentation, la mobilité et autres. Donc, voilà. Mais on va faire un petit focus aujourd'hui, pénurie d'électricité.
Quelques chiffres pour commencer. On entend souvent que, on n'a pas forcément un rôle à jouer, qu'on fait déjà tout ce qu'on peut, que finalement c'est l'industrie, que c'est les transports, les communes qui doivent faire quelque chose et qui doivent montrer l'exemple. Alors oui, mais en réalité, ben, comme vous pouvez le voir, les ménages en 2021, c'est plus d'un tiers, de la consommation d'électricité en Suisse. Donc nous avons, une responsabilité qui est évidente. Le deuxième point, maintenant qu'on sait ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Pour faire quelque chose, il faut déjà savoir, à mon sens, ça commence par connaître sa consommation d'électricité actuelle. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à consulter vos factures d'électricité, et puis à avoir un chiffre, peu importe que vous voyez ça comme, que les kilowattheures vous parlent ou pas, ça vous permettra en tout cas d'avoir un avant et un après, ce qui est mesurable peut être, mieux contrôlé. Donc ça me paraît être une bonne base, pour commencer. Et un dernier chiffre avant qu'on se lance dans nos conseils, ben, c'est déjà de vous donner un peu un spectre des différents postes de consommation, sur un ménage moyen. Donc on sait que le chauffage, l'eau chaude, la mobilité, pour la part électrique en tout cas, sont des très, très gros postes. Au sein même de la maison, on va retrouver, ben, d'autres postes qui sont, très importants, notamment, ben, on le voit, tout ce qui est cuisine, vaisselle, appareils électroniques, lessive et autres. On sait qu'au quotidien, ça a un impact direct et il y a plein de petits gestes à mettre en place qui vous permettront de faire des économies qui ne sont clairement pas substantielles. Alors, c'est parti. Donc, nos 7 conseils. On va commencer par le chauffage. S'il y en a un seul, qui est, avec lequel vous devez repartir aujourd'hui, s'il y a une chose à retenir, c'est le chauffage. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est 2 tiers de la consommation moyenne des ménages. Donc vous allez me dire: «Mais, on parle d'électricité aujourd'hui, moi je suis au gaz, pourquoi elle me parle de chauffage?» Bon, je le répète, quelle que soit l'énergie, elle a un impact direct puisque c'est un écosystème qui est global, et puis dans tous les cas, ça ne fera pas de mal. Donc un conseil, baisser et de toute façon, vous je pense que ça on vous le rabat à longueur de journée, baisser la température de vos logements. Heu, on préconise 20 degrés. Nous, on vous préconise plutôt même 19 degrés. Le corps humain s'habitue en à peine 2 3 jours à quelques degrés de moins. Votre confort n'en sera pas plus, impacté et ça va vraiment changer la donne. Comme vous pouvez le voir, ben, sur la facture d'électricité, ça va faire un gros plus. Donc n'hésitez pas à baisser et puis vous allez me dire: «Mais moi je suis locataire comme 90 de la population en Suisse romande». Ben, c'est aussi, notre rôle d'aller, taper aux portes des régies et puis de faire passer le message que c'est pas parce que je suis locataire que je peux pas, avoir un impact. On a tous notre responsabilité, il faut faire baisser ces températures qui ont, un réel impact et si tout le monde avait déjà un chauffage à 19 degrés, on aurait déjà beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Voilà, il y a plein d'autres conseils, comme, mettre en imposte, arrêter de mettre en imposte, et plutôt ouvrir, 2-3 fois par jour pendant 5 minutes à fond. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire et qui changeront la donne sur le chauffage. Mais vraiment, c'est la température qui va faire un changement. Au niveau eau chaude et éclairage, je vous passe le conseil de, mettre des LED à la place de vos anciennes ampoules. Un seul, mais bon, en fait, tout le monde le sait, mais la plupart des gens, n'ont pas changé toutes leurs ampoules, donc un énième rappel, n'oubliez pas, pour ceux qui, n'ont pas en fait, qui savent pas tout simplement, si c'est des LED ou pas chez eux, vous allumez la lumière, en 30 secondes, si ça commence à chauffer, c'est clairement que c'est pas des LED, donc voilà, ça c'est pour la lumière et puis l'eau chaude qui est un énorme poste, comme vous pouvez le voir en bas, petit élément chiffré, une douche de 10 minutes, c'est autant de consommation d'énergie que, votre smartphone, qui est rechargé, en 1 an. Donc clairement une douche qui est plus courte, ben, ça change la donne aussi. La température également, c'est pour ça aussi qu'on vous recommande, ben, aussi de faire vos lessives, à des basses températures et autres. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place sur l'eau chaude qui est un énorme poste de consommation et pour, ceux qui en ont la possibilité, il y a des réglages qui se font. Beaucoup ont des pompes à chaleur, qui peuvent être réglées, sur les heures d'utilisation de l'eau chaude. Ça vous permet de faire plein d'optimisations et puis des gains de temps. La sortie aussi, de l'eau chaude, les températures sont très importantes. Il y a beaucoup de choses à mettre en place sur ces 2 postes-là. Troisième point, les appareils électroménagers. Voilà, quelques éléments chiffrés, mais clairement, ben, le premier réflexe, c'est d'aller, dans votre réfrigérateur. Probablement, il doit être réglé sur, 3, 4, 5 degrés. Vous pouvez augmenter la température sans problème, sans abîmer vos aliments. Allez-y, ça prend 2 secondes et puis ça vous changera, la donne sur ben, un poste à nouveau qui consomme beaucoup.
Le four pardon, en chaleur tournante, les modes éco, ben, de limiter un maximum les climatiseurs, ça c'est une évidence, même si effectivement, comme l'a dit Stéphane, en hiver, pas très utile. Il y a pas mal de choses, la hotte. Donc regardez, utilisez, lisez tout ce qu'on peut trouver sur les appareils électroménagers. Je vous passe bien entendu, ben, le fait d'avoir un équipement, avec une étiquette énergétique, heu, plus proche des A. Là, le but, c'est de vous donner des conseils que vous puissiez appliquer tout de suite, sans investir. Donc voilà, faites ces petits réglages et puis ça va déjà changer la donne. On a après les appareils électroniques. On vit, bah, notamment avec le Covid, on est de plus en plus en télétravail. Les appareils électroniques sont de plus en plus nombreux en fait, à notre quotidien dans notre quotidien. On a de plus en plus d'écrans autour de nous. C'est des appareils qui sont extrêmement énergivores. Le mot d'ordre, une fois de plus, s'il y a un seul message à faire passer sur ce poste-là, c'est tout simplement éteignez-les en fait. Pourquoi, laisser, des ordinateurs, des apps ouvertes, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Utiliser des multiprises comme ça, il y a un seul bouton. Hem, Si vous avez installé un petit bureau avec, l'écran, le portable, le Natal et cetera, éteignez tout à la fin de la journée. Heu, Après pour, vraiment des peut-être des nouveaux conseils que vous n'avez pas encore entendus, c'est le fameux HDR qui est une fonction parmi d'autres, hein, qui travaille le contraste sur, les ordinateurs portables. Quand vous regardez vos séries et autres le soir, désactivez-le, ça fait mal aux yeux et puis en plus ça consomme une, quantité improbable d'énergie. Et pareil, si vous devez absolument, renouveler, ben, vos appareils électroniques, optez plutôt pour un ordinateur portable qui va consommer beaucoup, beaucoup moins en fait, qu'un ordinateur, classique de bureau, avec une tour. On parle là des appareils, mais il y a l'activité, qu'on fait en fait avec, ce hardware. Ben, voilà, le hardware, c'est on va dire, ce qui consomme le plus. Maintenant, c'est clair que ce qu'on en fait, ben, si typiquement faire du streaming au lieu de télécharger, ne jamais couper le wifi alors que vous êtes plus à la maison, travailler, être connecté au serveur de votre employeur alors que dans la journée, vous allez récupérer peut-être un document, sur ce serveur. Ça, c'est des mauvais réflexes, qui doivent évoluer et qui, si vous le savez, ben, vous le faites plus. C'est très facile à mettre en place et ça vous fera gagner beaucoup. On entend beaucoup parler de routeurs Wi-Fi. Voilà, c'est plein de petits détails qui feront que, vous permettez de diminuer la consommation d'énergie. La mobilité, alors pareil, je vous ai montré ce petit graphe, on entend souvent la mobilité finalement, mais moi, ma voiture, qu'est-ce que je peux faire, comparé à un avion, au transport routier, qui font des kilomètres et des kilomètres à travers, l'Europe? Alors, ben, sachez qu'effectivement un trajet en avion, consomme beaucoup plus. Toutefois, ben, il y en a quand même un peu moins, donc vous voyez qu'on a plus que notre part de responsabilité avec nos véhicules personnels, donc ils sont identifiés là comme voitures de tourisme. Donc nous avons notre responsabilité, que ce soit des véhicules électriques, ou thermiques, c'est égal. À nouveau, c'est un écosystème complet. Donc on se doit, d'avoir, un comportement plus propre sur ce poste-là qui est extrêmement important et qui a vraiment un impact, fort. C'est pas compliqué, il y a deux façons de faire, c'est voyager moins et puis quand vous voyagez, voyagez moins loin. Et ça, à nouveau, ça fait partie d'une réflexion globale que vous devez avoir sur votre, lifestyle. Typiquement, bah, quand on commence à manger ou à consommer local, on va faire ses courses plus proches, on va aller au maraîcher du coin, chez l'agriculteur du coin. Bah, on va peut-être y aller, en vélo ou peut-être en voiture, mais il y aura qu'1 kilomètre, plutôt que, d'aller, à 20 kilomètres. On peut faire, des visioconférences plutôt que de se déplacer, en réunion, je sais pas, à Berne, à Genève. Il faut privilégier autant que possible, hein, ça on vous le rabâche, dans les transports en commun, ça c'est pas nouveau. Et puis une fois que vous avez mis tout ça en place et que vous avez déjà fait votre maximum, ce qu'on fait un peu moins, c'est, tout ce qui est lié, à l'optimisation de la conduite. Vous avez à disposition, conseils EcoDrive, et des cours du TCS aussi, qui ont des super conseils pour, ben, justement, consommer moins. Bah, typiquement un chiffre important, vous roulez sur l'autoroute à 110 au lieu de 130, vous économisez déjà 25 d'énergie sur votre trajet. Et là on parle de thermique. Et puis pareil, enlever les barres, vous êtes allé une fois au ski en vacances et vous les laissez toute l'année, ben, enlevez-les en fait. Donc voilà, il y a plein de petits conseils, ça c'est des choses que vous pouvez optimiser. Une fois que c'est fait, c'est réglé. Donc la mobilité est clairement, un poste sur lequel vous pouvez travailler aussi. Et le dernier, qui est un peu plus compliqué, qui demande pas mal d'investissement, c'est adapter son logement.
Il y a des gestes qui sont faciles. On peut isoler, par exemple, là, vous venez d'allumer votre chauffage peut-être, votre sous-sol, ben, vous laissez les portes ouvertes. Fermez les portes de la cave, ça ne sert à rien de chauffer, la cave, ça sert à rien de chauffer les pièces que vous allez pas utiliser. Mais par contre, vous pouvez aussi, ben, c'est clair, au bout d'un moment, si vous devez changer votre chaudière, optez bien sûr pour des chaudières, des systèmes de chauffage qui soient respectueux de l'environnement, les pompes à chaleur et autres. Purger vos radiateurs. Il y a pas mal de choses à faire, qui vous permettent de suivre votre consommation et puis de comprendre ce qui se passe. Et bien sûr, ça passe par l'isolation et surtout, enfin, ce qui est super pour, la pénurie, c'est forcément si vous posez des panneaux solaires typiquement, bah, vous allez autoconsommer, vous allez gagner en indépendance, et puis vous tirez moins d'électricité sur le réseau donc ben, forcément vous consommez moins et donc moins de risques de pénurie. Ça, c'est, vraiment, des solutions super, mais il faut investir, après c'est vite rentable. Et puis vous allez me dire à nouveau, ben, vous êtes locataire, qu'est-ce que je peux bien faire? Ben, en réalité, sachez qu'il y a de plus en plus de solutions qui sont disponibles pour, les locataires. On a mis un lien. Vous pouvez participer à des projets, éco-citoyens. Vous pouvez acheter des bouts de panneaux. Il y a plein de choses à faire qui vous permettent aussi d'être acteur de cette, transition énergétique et de cette baisse de consommation. Donc on vous invite à aller, un petit peu fouiller, sur, ces différents sites. Voilà, ça c'est les 7 catégories. Maintenant je vous pose la question, une fois que vous sortez de ce webinaire, avec le constat que Stéphane vous a posé, sur quel poste, vous pouvez aujourd'hui encore faire quelque chose? Il suffit d'un ou 2 gestes, pour changer la donne. Donc, ben, faites votre marché, on ne peut pas tout faire, mais si vous faites juste un ou 2 gestes supplémentaires, bah, clairement ça changera la donne et tous les kilowattheures que vous allez pas consommer maintenant, c'est ce qui va rester dans nos barrages et qui, qui va nous prémunir, d'une pénurie, cet hiver. Finalement, si tout cela ne suffisait pas, je voulais juste vous faire un mini point sur effectivement la phase de délestage, comment on s'y prépare et puis quels sont les bons gestes, pendant une coupure. Donc on a vu que la situation actuelle était, un risque faible, mais on sait aussi que ça peut changer du jour au lendemain. Donc voilà ce qui va se passer et puis comment s'y préparer, à votre niveau. Nous, on vous fera de toute façon des communications puisque c'est la responsabilité de votre fournisseur d'énergie, de vous communiquer, les blocs de délestage tournants qui vous concernent. Une fois que vous aurez ce bloc-là, c'est l'information la plus importante que vous aurez probablement quelques semaines avant un délestage potentiel. L'objectif est que vous puissiez vous organiser, que ce soit en famille, par exemple si vous n'avez pas le même bloc que, la belle famille ou autre pour pouvoir faire garder les enfants, s'organiser avec le voisinage, voir si tout le monde va bien. Avec votre travail, les personnes qui sont sous assistance respiratoire, dialyse et cetera. C'est des choses importantes. Le but, c'est qu'on puisse vous avertir le plus en amont possible. Et après, une fois que le délestage commencera, vous ne serez pas laissé à l'abandon. De toute façon, ce seront, comme on l'a dit, des situations qui seront organisées type Covid. Vous aurez les informations. Roman d'énergie fera en sorte de vous donner accès en fait à ces informations en amont de ces délestages. Alors là, c'est des exemples, hein, c'est des prototypes que vous voyez à l'écran. Mais vous aurez ces informations, on va tout faire, pour. Et finalement, il y a quelques gestes, ben, typiquement, pendant un délestage, ben, déjà on a pris, en note des informations en amont. On ne prend pas l'ascenseur 5 minutes avant, on débranche les appareils électroniques, pour pas les endommager une fois qu'on remet la tension. Les délestages, c'est aussi, pendant des périodes où il fait nuit, donc ben, on prévoit le nombre de poches. Voilà, il y a pas mal de choses. On n'ouvre pas le frigo, toutes les 5 minutes. Voilà, il y a des gestes à faire, pendant les délestages qui vous seront communiqués. On espère du coup ne pas en arriver là. Une fois de plus, je remets une couche, comme tu l'as fait Stéphane. Le mot de la fin, c'est économiser maintenant pour, garder l'énergie pour cet hiver. Donc, consultez les conseils sur Stop Gaspillage, de la fédération. Voilà, merci beaucoup. Merci, Julie. Effectivement, on ne vous laissera pas tout seul, hein. Si jamais on en arrivait à cette phase-là, on aura comme on a fait des webinaires, hein, sur la hausse des tarifs, sur, les risques de pénurie. Évidemment, quand c'est un sujet aussi important que ça, on fera d'autres webinaires et on aura tout un tas d'autres points de contact, nous, les autorités, pour vous annoncer tout ce qu'il faut. Merci pour tous ces conseils, Julie. Certains conseils étaient nouveaux. Je suis ravi de savoir que, par exemple, il est mauvais pour la planète et la pénurie d'écouter la chanson Despacito. Tu l'as pas relevé particulièrement.
marrant, vous retrouverez ça dans dans les slides apparemment. Donc je suis content d'avoir fait moi-même ma part du chemin en écoutant très peu cette chanson finalement. On va laisser la place maintenant peut-être aux questions, ça s'est pas mal animé dans le chat. Il y a eu, on a 2 petites souris qui nous aident comme ça à répondre aux questions du chat pendant que nous on fait ce webinaire. Je crois qu'il y a déjà eu pas mal de réponses qui ont été données en ligne. On en a encore quelques-unes, là que je découvre, en même temps que je vous les donner. Comment va-t-on être informé sur le délestage? Email, téléphone? C'est une question qui est posée. Donc là, c'est encore une petite piqûre de rappel, hein. Je crois que vous l'avez assez bien précisé tous les deux, mais est-ce que quelqu'un veut de nouveau une énième fois rappeler comment on sera informé? Fin non, vas-y. J'y vais? Ouais, ouais, vas-y. Merci. Alors effectivement, l'objectif, hein, c'est de pouvoir vous communiquer, des blocs, le plus en amont possible. Maintenant, une fois de plus, on est sur des périodes, de crise. Donc on va aussi, voir comment ça se déroule. L'information du début du délestage, n'est pas du ressort du GRD, donc de votre fournisseur d'électricité, qui peut donc cette information peut nous être communiquée entre 1 à 7 jours, grosso modo, c'est une estimation, hein, avant le début même du délestage. Donc c'est à ce moment-là, en fait, où on sera en capacité de vous communiquer les horaires qui sont liés à vos différents blocs et puis, fa savoir si on est sur des délestages tournant sur 33 ou sur 50 comme l'a expliqué Stéphane. Et après, bien entendu, en fonction de l'état, des télécommunications, on mettra à disposition tous les outils, pour, faire en sorte que cette expérience, soit le moins désagréable possible. Ça peut être des mails, ça peut être des notifications push. On réfléchit à tout ce qu'on peut faire pour vous appuyer sur cette période. Justement, par rapport au délestage, il y a une triple question qui est arrivée. Je vais poser finalement les 3 en même temps parce qu'elles ont l'air, toutes les 3 assez pertinentes. La première, c'est, le délestage, c'est une chose, mais à un moment donné, on va repartir, le réseau va refonctionner. Comment est-ce qu'on va éviter le fameux blackout, la surcharge? Est-ce qu'il y a des conseils par rapport à ça? La deuxième chose, c'est comment éviter que les productions photovoltaïques soient arrêtées par un délestage? Et puis la troisième, un peu plus technique, liée au tarif. Si on est délesté pendant une période tarif de nuit et qu'on est, tarif heure pleine, heure creuse, comment ça va se passer au niveau tarifaire? Est-ce qu'il va y avoir, voilà, des gens qui auront plus de chances que d'autres parce qu'ils sont coupés en tarif de jour ou tarif de nuit? Oui, alors, quand on est en délestage, alors pendant qu'on est dans le délestage, heu, finalement, il y aura une coupure, dans le pire des cas, qui va être toutes les 4 heures. Donc 4 heures, on va être alimenté, 4 heures, on va pas être alimenté. Donc vraiment, le conseil pour éviter justement ce fameux pic, quand on change, le tournus du délestage, c'est d'éviter d'avoir vos appareils, dans la mesure du possible, bien entendu, qui soient connectés d'office au réseau. Donc par exemple, si vous avez une voiture électrique, évitez de la brancher pendant la coupure pour que ça reparte directement. Donc ça, c'est peut-être un conseil. Du coup, ta deuxième question, c'était par rapport? Photovoltaïque. Photovoltaïque? Alors oui, c'est une question qu'on reçoit assez souvent. Pourquoi une partie du photovoltaïque ne va pas fonctionner pendant le délestage? Alors, c'est dû uniquement pour des raisons de sécurité. Ça veut dire que dans un cas normal, comme maintenant, si on a par exemple une panne dans le réseau et on a finalement quelqu'un de Rhône Énergie qui doit aller dépanner sur la ligne électrique moyenne tension, on n'a pas envie finalement qu'une source de production d'électricité injecte dans le réseau et qui du coup peut électrocuter finalement le personnel de Rhône Énergie pendant qu'il fait le travail. Donc ça, c'est une mesure de sécurité qui a été mise, qui en fait empêche, ce courant de circuler, pour des raisons de sécurité. Voilà. Et c'est valable, si je peux me permettre de compléter, également pour des installations qui bénéficient également d'une batterie. Le problème reste le même, hein. Mmh. Il faut vraiment passer en mode, je dirais, autonome, îlotage. Voilà. La question des tarifs de nuit. Alors ça, c'est une question qui est toujours en discussion. On n'a pas eu aussi de prise de décision claire de ce côté-là. Ça veut dire qu'autant que nous, Rhône Énergie, on ne peut pas décider aussi, comment on va traiter cette question. Donc ça, c'est toujours en discussion, heu, au niveau aussi, des autorités. Au niveau du chauffage, si, on a un chauffage électrique et que donc du coup on est, en période de délestage et qu'on a donc plus d'approvisionnement finalement du chauffage, c'est encore plus impactant qu'un ménage qui n'aurait pas le chauffage électrique. Donc, comment se préparer là aussi? Est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qu'on fait? Alors effectivement, tout le monde n'est pas à la même enseigne, au niveau du chauffage sur une période de délestage, puisque, c'est clair que si on a, un chauffage, qui n'est pas électrique tout simplement en mazout, gaz, on n'est pas impacté en tout cas, dans cette situation-là.
Si on a une pompe à chaleur, avec, une certaine inertie, ça va pas non plus poser trop de problèmes, tout en si on fait les bons réglages aussi, si c'est possible. Après, c'est clair que les chauffages électriques directs risquent d'être plus impactés puisque, on a moins cette inertie. Donc, c'est clair que, on risque de ressentir un peu plus le froid éventuel. Maintenant, il faut quand même garder en tête que c'est 4 heures. Je veux dire si vous avez déjà une température, de 20 degrés chez vous, en 4 heures, on va pas non plus, vous allez pas être à 0 degré. C'est clair que vous allez avoir, une courbe. Maintenant, ce sera pas non plus catastrophique, mais vous allez ressentir plus le froid, c'est une évidence. On a une autre question, très très pragmatique aussi par rapport plus aux conseils qui ont été donnés avant. On sait que notamment un des conseils qui revient assez régulièrement, c'est d'éteindre les appareils électroniques, en veille, hein, de s'assurer qu'ils soient éteints et pas en veille, et on parle souvent du routeur Wi-Fi, qu'on pourrait couper par exemple la nuit à certaines heures, et certains opérateurs ont tendance à dire: «Attention, débrancher et rebrancher son routeur, ça peut créer des dysfonctionnements». Est-ce que du coup, voilà, on a des recommandations par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose, sur lequel on a une réponse à donner? Alors, les routeurs Wi-Fi, donc on travaille pas au télécom, donc est-ce que ça, détériore le matériel? Ça, ils sont mieux placés, que nous pour répondre, hein, pour le coup. Donc j'aurais tendance, à leur donner raison. Heu, on sait qu'un routeur Wi-Fi quand il est coupé, quand vous partez en week-end ou, pendant des congés, ça reste toujours intéressant. Maintenant, c'est clair que si vous appuyez sur le bouton toutes les 5 minutes, je pense qu'effectivement c'est pas terrible. Maintenant en phase de délestage, la question elle est plus c'est le retour de tension. Donc éteindre un routeur en soi toutes les 5 minutes, c'est clair que c'est pas une bonne idée. Maintenant sur une phase de délestage qui va durer peut-être 1 semaine, 2 semaines, on n'espère pas plus. Je pense que on aurait tendance à vous recommander plutôt d'éteindre ces appareils-là qui pourraient clairement être endommagés. On pense notamment on a l'expérience, on sait qu'il y a des personnes qui ont des téléphones portables, des téléphones pardon, fixes qui peuvent être endommagés, avec, des retours de courant. Donc les routeurs ne sont pas épargnés. Donc voilà, il y a pas de choix parfait, enfin de solution parfaite, mais genre on aurait tendance plutôt à recommander de les éteindre. En tout cas de les débrancher, pardon. OK, merci pour la réponse. C'est vrai que Julie, j'ai pris l'habitude que tu aies tellement de savoir que je pensais que même les questions télécom, je pouvais te les adresser. Une dernière question, peut-être, on a répondu à beaucoup de questions directement dans le chat, hein, vous inquiétez pas aussi. On va vous faire un récapitulatif, hein, sous forme de foire aux questions. Vous retrouverez un petit peu toutes les questions posées par tout le monde, dans un seul document. On a cette dernière question qui est arrivée tout de suite après notre question là sur les panneaux photovoltaïques et sur le fait que le photovoltaïque pouvait, ne pas servir finalement de garantie d'autonomie. Est-ce qu'on recommande l'installation de panneaux photovoltaïques, plug and play ou mobiles? Et si oui, est-ce qu'on a l'intention d'augmenter la puissance, qui est aujourd'hui limitée à 600 kWh? Cette question des panneaux solaires plug and play nous revient très régulièrement dans chaque webinaire. Est-ce que là, dans cette thématique, il y a quelque chose à dire d'intéressant? Alors, pour tous, en tout cas pour la limite des 600 watts, même encore en ayant discuté encore pas plus tard qu'avant-hier dans les Electro News, avec finalement les personnes qui sont plus à même de répondre à cette question, il n'y a pas d'intention, en tout cas, de la part de l'AES, de monter ces 600 watts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles, qui sont, des règles, des recommandations, qui sont gérées par, l'association suisse des électriciens, et cette règle justement vient de ce canal-là, et je crois qu'il y a pas d'intention de la monter. Hem, Conseiller de monter du plug and play, c'est compliqué. Je pense que ça dépend surtout des besoins. Si vous avez une limitation à 600 watts, c'est clair que, voilà, ça peut répondre à une partie de vos besoins, heu, mais finalement, c'est très compliqué. À 600 watts, c'est pas une très grande, c'est pas une très grande puissance, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Oui, 600 watts et pas 600, kilowatts. Désolé de Ça aurait cette erreur ça aurait été une belle magnifique. installation plug and play. Ouais. Écoutez, je pense que c'est la dernière question qu'on va prendre. Merci à tous, et à toutes surtout d'avoir participé à écouter ce webinaire. On va vous mettre dans le chat
un rapide sondage sur ce webinaire d'aujourd'hui. Ça va prendre 1 minute, hein, pas plus, pour répondre à ce sondage. C'est simplement pour savoir un petit peu voilà, comment orienter encore un petit peu plus nos sujets pour que ça réponde encore plus à vos besoins. Je rappelle que ce webinaire était enregistré, qui va être mis à disposition par email normalement cet après-midi, qui sera sur nos réseaux sociaux la semaine prochaine. Et puis, je vous dis encore une fois, merci d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire. Si vous voulez savoir ce qui va être au programme le mois prochain, si ça vous concerne, si ça vous intéresse, eh bien, la meilleure des façons, c'est de nous suivre sur LinkedIn ou sur Facebook pour être informé de la date et du sujet. Et je vous souhaite dans tous les cas une bonne journée à toutes et à tous. Merci encore Stéphane, merci Julie, et puis merci à nos 2 petites mains qui nous ont répondu directement sur le chat, qui nous permet de faire un webinaire, on l'espère, qualitatif et intéressant pour vous. Bonne journée à toutes et à tous.